Bonjour à tous, c'est vraiment un honneur de présenter les résultats que nous avons obtenus au sein de cette auguste assemblée, sous ce plafond merveilleux. Donc, je vais vous parler de la première détection des ondes gravitationnelles. Alors, avant de commencer, ou peut-être pourquoi on est là, il y a eu une conférence de presse le 11 février 2016, si j'arrive à la lancer, voilà, à Washington. C'est l'effet de démonstration, ça ne marche jamais après. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Donc voilà, ça c'était le 11 février et je vais essayer de vous raconter comment on est arrivé jusque-là avec ce qui s'est passé au mois de septembre, le premier événement qu'on a vu, et pourquoi il y a eu un retentissement aussi important dans la communauté scientifique. Donc les ondes gravitationnelles, pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qui est très différent de ce qu'on connaît? Toute l'astronomie que l'on fait aujourd'hui utilise des ondes radio, la lumière visible, des rayons X, des rayons gamma, tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont émises par des charges électriques en mouvement ou par des réactions nucléaires. Les ondes gravitationnelles, c'est un type d'ondes totalement différent qui sont, elles, émises par des masses en mouvement. Donc ça va permettre de voir des choses complètement différentes par rapport à tout ce qu'on fait pour l'instant en astronomie. Alors, pourquoi détecter les ondes gravitationnelles? C'est un aspect théorique de tester la relativité générale dans un nouveau domaine où le champ gravitationnel est extrêmement fort et très variable. Donc, il y a un aspect de test de la théorie de la relativité générale, et je pense que Thibaut Damour reviendra sur cet aspect bien mieux que moi. Mais c'est aussi, ensuite, ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers, mesurer directement des masses des objets, voir directement des trous noirs, accéder au cœur d'événements extrêmement violents, comme des explosions d'étoiles, des supernovas, des sursauts gamma. C'est aussi mesurer la géométrie de l'univers avec de nouvelles sondes. Donc c'est toutes ces motivations derrière le projet LIGO et Virgo que l'on peut trouver. Alors les ondes gravitationnelles dans la relativité générale, de manière extrêmement rapide, c'est une prédiction qui arrive assez tôt, dès 1916. Ça vient de la résolution de l'équation d'Einstein qui est écrite ici, dans un cadre où on se place, on linéarise ces équations avec une petite perturbation h de la métrique de Minkowski, et on peut montrer que cette perturbation h obéit à une équation d'onde. Loin des sources, on a une équation d'onde. Donc, c'est finalement une perturbation de la métrique qui se propage à la vitesse de la lumière. Et c'est ça qu'on va vouloir détecter. Alors, qu'est-ce que ça fait, une onde gravitationnelle? Si j'ai une onde gravitationnelle qui arrive de l'autre bout de Paris, là, perpendiculairement au plan de mon tableau, et vient taper sur un cercle de particules, et bien ce cercle va se déformer, il va s'allonger dans une direction, se contracter suivant l'autre direction, et ainsi de suite en fonction de la période de l'onde. Il y a deux polarisations, une en forme de plus et une en forme de croix. Et donc, je vais déformer mon objet, et cette déformation relative, delta L sur L, donc le petit écart de longueur ici, delta L sur L, est en gros proportionnel à l'amplitude de l'onde gravitationnelle que l'on cherche à détecter. Alors, la première idée qui peut venir, c'est de dire, je vais faire une expérience type expérience de Hertz, je vais faire un générateur d'ondes gravitationnelles dans mon laboratoire, et puis je vais essayer de les détecter. Alors, si vous faites ça, vous vous dites, je prends une barre d'acier de 500 tonnes, je la fais tourner de longueur 20 mètres, je la fais tourner à 5 tours par seconde. Bon, je suis désolé pour les couleurs qui passent pas très bien avec l'éclairage. Mais vous arrivez à des amplitudes H qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 34. Alors, pourquoi c'est si faible? Parce qu'il y a quand on essaie de calculer un peu la puissance émise par un système sous forme d'onde gravitationnelle, il y a un terme ici qui est G, la constante gravitationnelle, divisée par la puissance cinquième de la vitesse de la lumière. Puis ici, vous avez les variations du moment quadrupolaire. Et ce terme-là, il vaut 10 puissance moins 53. Et donc, il faut quelque chose ici qui soit très important pour qu'il y ait des puissances rayonnées, on va dire, significatives. Alors, M. Joe Weber, qui est un pionnier de la recherche des ondes gravitationnelles, a eu cette phrase G sur C5 est très petit, C5 sur G serait beaucoup mieux. On ne peut pas lui enlever ça. Mais c'est tout à fait vrai. Et il y a un moyen, je dirais, au niveau des ordres de grandeur, de prendre la formule précédente et de faire apparaître ce terme C5 sur G en faisant apparaître d'autres dimensions caractéristiques
Epsilon, qui est l'asymétrie de la source, donc à quel point la source est loin de la symétrie sphérique, donc c'est quelque chose qui va entre 0 et 1. Un facteur qui est RS au carré divisé par R, donc R c'est le rayon de la source, et RS c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild de la source, c'est la taille qu'aurait un trou noir qui aurait la masse de la source. Et un terme à la fin qui est la vitesse typique de la source divisé par C, le tout à la puissance 6. Donc finalement, ce qu'on voit à travers cette formule-là, c'est que pour qu'il y ait une émission forte d'ondes gravitationnelles, il faudra des objets qui sont très compacts, dont le rayon est proche du rayon de Schwarzschild, et dont les vitesses atteignent des vitesses relativistes proches de la vitesse de la lumière. Et les seules sources qu'on peut imaginer, ce sont des phénomènes astrophysiques cataclysmiques. Alors, ici, on va dire un petit bestiaire des sources possibles. Il y a la source qu'on pensait être la première que l'on détecterait, c'est la coalescence d'étoiles à neutrons. Donc vous avez deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre et elles finissent par se rencontrer et émettre énormément d'ondes gravitationnelles à la fin de leur vie. Des supernovas, des coalescences de trous noirs, les désexcitation de trous noirs, des reliques du Big Bang. Les pulsars, s'ils ne sont pas parfaitement symétriques, aussi peuvent émettre des ondes gravitationnelles. Et les ordres de grandeur qu'on a, si on dit je prends une coalescence de trous noirs, je la mets quand même assez loin dans l'univers pour avoir la chance d'en voir quelques-uns par an. Donc là, c'est à 10 mégaparsecs, donc une trentaine de millions d'années-lumière. Les amplitudes qu'on atteint sont de l'ordre de 10 puissance moins 20. Donc l'ordre de grandeur de ce qu'on va viser, c'est de détecter des H, donc des variations relatives de longueur, de l'ordre de 10 puissance moins 20, 10 puissance moins 21. Alors ce travail, comme je l'ai dit, ça a commencé il y a 100 ans par la relativité générale, un travail à la fois au niveau théorique, donc on a vu grâce à l'exposé précédent que la relativité générale, c'était un problème mathématique qui était bien posé avec des solutions qui étaient correctes. Il y a eu un long travail théorique, en parallèle un travail expérimental aussi, et donc qui se rencontrent, qui se croisent régulièrement au fil des années. Les dates importantes, je dirais, c'est en 1973, je vais y revenir, la découverte du pulsar binaire par Hulse Taylor, qui donne une preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. Au niveau théorique, et ça je pense que Thibaut Damour reviendra dessus, beaucoup de travail pour prédire les formes d'ondes, pour comprendre ce qui se passe quand on a des coalescences de trous noirs. Et au niveau expérimental, dès les années 60, des barres résonantes avec M. Weber et puis d'autres équipes. Et pour ce qui nous intéresse, les interféromètres. Je dirais que l'année clé, c'est 72 avec Weiss qui, finalement, dans son article publié au sein du MIT, pose un peu les fondements du travail expérimental qu'il y a à faire en 72. Après, beaucoup d'interactions entre les groupes américains, français, avec Alain Brien, qui a été mentionné, qui a joué un grand rôle dans toute cette histoire, les groupes en Écosse aussi, les groupes allemands que je n'ai pas cités ici. Beaucoup d'interactions pour finalement arriver à un design cohérent et possible des interféromètres. Donc on arrive dans les années 90 où LIGO et Virgo sont financés. Donc là, les collaborations se forment. Et à la fin, le papier qui a été signé par toutes les collaborations et qui a été publié en février de cette année, il a été signé par 1000 personnes. Donc les collaborations se mettent en place, ça grossit petit à petit, des nouveaux groupes arrivent, et donc il y a toute cette construction qui se fait, cette mise au point du détecteur. Et dans les années 2000, LIGO et Virgo fonctionnent correctement tous les deux, commencent à s'approcher de leur sensibilité nominale. Et là, comme les deux collaborations font des choses assez similaires, il y avait une historique commun depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a un accord de collaboration qui est signé, et on décide de travailler ensemble, chaque collaboration étant maître de son instrument, mais l'analyse des données, la recherche étant faite par, on va dire, le consortium LIGO-Virgo. Dans les années 2010, malheureusement, on n'a rien vu avec la première génération, on décide de passer à la deuxième génération. Et tout ça, cette partie d'instruments, c'est Jean-Yves Vinet qui vous la présentera. Donc, je parlais de la preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. La détection du pulsar binaire, donc une étoile à neutrons, un pulsar qui émet un faisceau radio vers nous, qui tourne autour d'une autre étoile à neutrons. En fait, ce pulsar-là, c'est une horloge très précise. Ça nous permet de tracer
très précisément le comportement de cet objet dans ce champ gravitationnel fort. Et on voit que la période orbitale diminue au cours du temps, et cette diminution, donc là vous voyez, ça va de 1975 à 2005, cette diminution est en parfait accord avec la relativité générale par une perte d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est vraiment la preuve que les ondes gravitationnelles existent vraiment. Ce n'est pas un objet mathématique qui n'a aucun lien avec la réalité. Elles sont là. Maintenant, il reste à les détecter directement. Alors, comment les détecter? Je vous ai dit, on vise à mesurer des longueurs avec une précision relative de 10-21, 10-22. Pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de manier ces ordres de grandeur-là, ça revient à mesurer la distance Terre-Soleil à mieux qu'un atome. Donc c'est le défi, et Jean-Yves reviendra là-dessus, comment on peut faire ça, mais c'est pour fixer un peu les ordres de grandeur pour les gens qui sont non spécialistes du domaine. Alors pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle la détection interférométrique. Là c'est juste une animation, vous allez voir le laser est ici, émet un faisceau qui est séparé en deux parties, qui est réfléchi ici par deux miroirs. Les faisceaux reviennent, se recombinent, et en fonction de l'état d'interférence, on a de la lumière qui sort ici. Et ça, cet état d'interférence, il va dépendre de la présence ou non des ondes gravitationnelles. Alors, évidemment. Donc, vous allez voir cette petite animation. Et si les ondes gravitationnelles passent, à ce moment-là, ça change l'état d'interférence ici à la sortie du détecteur. Voilà, c'est une vue un peu plus zoomée où finalement on a l'onde. La barre rouge marque l'intensité du faisceau et là vous avez l'onde électromagnétique évidemment, qui est évidemment bien grossie. Et les deux ondes ici sur chacun des bras viennent se recombiner. Ici elles sont en opposition de phase, donc il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trait rouge autour. Si maintenant ce miroir-là et celui-là se mettent à bouger sous l'effet de l'onde gravitationnelle, ça change la condition d'interférence et on voit de la lumière. Évidemment, l'effet est grandement exagéré par rapport au passage des ondes gravitationnelles. Ici, de pic à pic, il y a 10-6 mètres, alors qu'on parle de détecter des choses au niveau de 10-20 mètres. 10-20, donc c'est évidemment pas 10-18 mètres, c'est évidemment pas comparable. Donc, le détecteur LIGO, c'est un interféromètre de Michelson, comme Michelson-Morley avait pu le faire à la fin du 19e, mais c'est une version géante, 4 km, beaucoup plus compliquée, avec beaucoup plus de miroirs pour agrandir le chemin optique vu par la lumière. Mais ça reste, je dirais, un interféromètre de Michelson, et Jean-Yves Vinet va vous parler un peu de tous les problèmes qu'il y a pour faire fonctionner ce type d'instrument. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux interféromètres qui sont opérationnels. LIGO Livingston dans l'État de Louisiane, à côté de Bâton Rouge, et LIGO Hanford dans l'État de Washington, ici, où a été fabriqué le plutonium pour les bombes atomiques de la Seconde Guerre mondiale. Virgo, qui est en fin de construction, début de commissioning, et qui donc devrait fonctionner, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Un projet japonais qui est en construction aussi, qui devrait voir le jour d'ici un an ou deux à peu près. Il y a d'autres projets, comme LIGO India, mais qui pour l'instant ne sont pas encore complètement décidés. Pour vous remettre aussi, pour vous expliquer pourquoi tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2015 et c'était quoi la différence par rapport à tout ce qu'on avait fait avant. Ici, vous avez la sensibilité de l'interféromètre en fonction de la fréquence des ondes gravitationnelles. Donc ça vous dit, en fonction de la fréquence des ondes gravitationnelles, quelle amplitude vous êtes en gros capable de détecter. Donc la courbe verte, c'était le meilleur résultat obtenu par LIGO et Virgo en 2010. Donc, vous voyez, ça marchait quand même bien, mais ça n'a pas permis de voir les ondes gravitationnelles. Et là, en septembre 2015, donc c'est la mise en route des deux instruments LIGO, et vous voyez qu'on gagne grosso modo un facteur 3 ici, et puis ici beaucoup plus, mais dans la région qui nous intéresse, on gagne à peu près un facteur 3. Alors, comme ce sont des détecteurs qui sont sensibles à l'amplitude du signal, si vous gagnez un facteur 3 en sensibilité, vous voyez 3 fois plus loin dans l'univers, et donc vous voyez 27 fois plus, potentiellement 27 fois plus de sources que précédemment. Donc rien que ce facteur 3-là, vous voyez que ça fait déjà un facteur 27, lui déjà change la donne. Et là, c'est la première mise en route de l'instrument. Il y a tout un programme de mise au point et de réglage qui fait qu'on vise, à l'horizon 2020, atteindre la sensibilité bleue.
avec un passage en 2018 avec cette sensibilité-là. Donc un gain à la fin d'un facteur 10 par rapport à la génération précédente, c'est-à-dire un facteur 1000 en nombre d'événements potentiellement détectables. Donc c'est là où tout se passe, ces gains-là qui font tout. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé le lundi 14 septembre? Alors, à 9h50 et 45 secondes, heure GMT, il y a le passage du non gravitationnel dans le détecteur LIGO à Livingston, puis, à cause du temps de propagation, la vitesse de propagation des ondes, 7 millisecondes plus tard, à Hanford. 3 minutes après la prise de données, on surveille en permanence nos données pour voir s'il y a des signaux intéressants. 3 minutes après, il y a une détection en ligne par les algorithmes qui sont dédiés aux signaux qu'on appelle impulsionnels, des signaux courts, sans forme prédéfinie. Mais là, le signal est tellement fort que l'algorithme sort quelque chose. Et à 10h50, il y a un premier courriel qui est envoyé disant « Attention les gars, il y a quelque chose de particulier qu'on n'a jamais vu auparavant. » En tout cas, quand on l'avait vu, c'est qu'on avait injecté nous-mêmes un signal dans les données. Et là, on sait à 11h10 qu'il n'y a pas eu de signal artificiel. Et la confirmation officielle arrive à 18h le même jour. À 11h20, cet événement est identifié comme binaire de trou noir, parce que le signal a une forme très particulière, je reviendrai dessus par la suite, mais on sait déjà, et donc à 11h45, on sait que le détecteur marchait bien. Donc à la cantine à midi, ça nous a déjà bien occupés, on en a beaucoup parlé de tout ça. Honnêtement, le premier sentiment était, je dirais, plutôt l'incrédulité. On s'est dit non, en fait, c'est les gens qui font l'injection de signaux qui se sont encore trompés, qui ont injecté quelque chose de beaucoup trop fort, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais on savait qu'on avait quelque chose de vraiment très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le 14 septembre et le 11 février? Vous dire, finalement, à midi, vous saviez déjà tout. Pourquoi autant de temps? Eh bien, il a fallu qu'on se convainque qu'on n'avait pas fait de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'on a détecté? Vous voyez ici, c'est la sortie des deux interféromètres, Hanford et Livingston. Et le signal d'onde gravitationnelle, c'est ça. C'est ces ondulations, ces quelques ondulations que vous voyez. Ici, c'est encore du bruit. Et là, on commence à voir les ondulations qui deviennent de plus en plus fortes et après redisparaissent à nouveau dans le bruit. Et quand vous mettez les deux détecteurs l'un sur l'autre, décalés de 7 millisecondes, vous voyez que ça colle vraiment très très bien. La durée, là, typiquement du signal, c'est 0,15 secondes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très court. Une autre représentation, et là, la présentation d'Éric Chassan-Motin vous expliquera mieux comment on obtient ces cartes-là. Ici, on voit en fonction du temps, la fréquence, le contenu en fréquence du signal. Et en fait, on voit un contenu qui augmente au cours du temps, ce qu'on appelle un chirp. Et donc, cette forme-là est très caractéristique d'une coalescence. Donc, on le voit dans les deux interféromètres, quelque chose dont la fréquence augmente au cours du temps, puis après disparaît, et avec beaucoup d'énergie à la fin de la coalescence. Donc, est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas un artefact? Vous pouvez bien imaginer que quand on cherche à détecter quelque chose d'aussi infime, d'aussi petit, vous êtes sensible à plein de choses, l'activité humaine, des tremblements de terre, le bruit radiofréquence. Il y a énormément de sources possibles de bruit. Dans Virgo, il y a quelques années, on commençait à détecter des ondes gravitationnelles toutes les nuits à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. C'est quand même un peu bizarre, mais en fait, c'était le gardien qui surveillait le site, qui faisait sa ronde et qui s'arrêtait trop près du bâtiment. Et on voyait l'arrivée de la voiture. Donc, vous imaginez, on est sensible à beaucoup de choses, à des avions, des choses comme ça, mais chacun a des signatures très particulières. On a beaucoup de sondes qui permettent de voir si c'est un bruit parasite ou pas. Donc, un interféromètre, c'est un canal qui contient le signal d'onde gravitationnelle, et c'est à peu près 200 000 canaux qui surveillent ce qui se passe autour. Et là-dedans, on a regardé les 200 000 canaux au moment de l'événement, et il n'y a rien de particulier qui fait qu'on se dit ça vient de l'extérieur et ça ne vient pas des ondes gravitationnelles. Ici, vous avez un exemple de source de bruit qui a une forme très différente des formes qu'on attend. Donc, on a des catalogues, on sait un peu dans quelle famille les bruits appartiennent et dans lesquels les signaux appartiennent. On est allé jusqu'à vérifier tous nos systèmes de contrôle et d'acquisition pour voir s'il n'y avait pas des mouchards à l'intérieur, pour voir s'il n'y avait pas eu une action malveillante. On est arrivé à la conclusion que c'était possible d'avoir une action malveillante. Il fallait à peu près 10 personnes extrêmement expertes de l'expérience pour réaliser ça. Alors peut-être que la NSA peut le faire aussi.
Mais honnêtement, j'espère qu'ils ont d'autres chats à fouetter que d'injecter des ondes gravitationnelles dans nos détecteurs. Donc, a priori, non, mais les gens se sont dit, peut-être un ancien étudiant vexé de ne pas avoir été embauché, des choses comme ça. Donc, il y a eu une vérification vraiment profonde et je dirais que ça a été exclu à 99,9999%. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment la qualité des données autour de l'événement, donc qui s'appelle GW 150914 pour 14 septembre 2015, GW pour Gravitational Waves, la qualité des données est bonne et stable. L'interféromètre marchait bien, il n'était pas dans un état bizarroïde, c'est vraiment son état standard. On l'a fait marcher ensuite pendant 4 mois et demi dans ces conditions-là. Et les conditions de l'événement sont absolument semblables aux conditions qu'on a pu avoir à tout autre instant. Alors, la confiance dans le résultat, il y a scruter tous ces canaux auxiliaires, voir qu'il n'y a pas de source possible de bruit qui se serait introduit. Mais évidemment, au-delà de ce travail de détection qui a été fait en ligne par un algorithme assez robuste, mais finalement qui contient peu de physique, il y a des analyses plus fines qui ont été faites avec des calques issus des calculs théoriques. Et donc ça, les présentations d'Éric et de Thibaut vont reparler de tout ça. Et quand vous faites ce travail avec des calques qui contiennent beaucoup plus de physique, évidemment, la signification, la confiance dans le résultat augmente. Et ici, vous avez notre estimation de bruit de fond. Donc l'événement, il se trouve ici, c'est sa force finalement qui est marquée ici, en rossé. Et finalement, vous faites des expériences plus ou moins simulées de bruit de fond pour voir si finalement, si vous aviez répété plusieurs fois l'expérience, vous auriez fini par trouver quelque chose ici. Donc là, on a simulé l'équivalent de 600 000 ans de données. Et vous voyez que même en 600 000 ans, il n'y a pas d'événement qui corresponde à celui-ci. Cet événement est vraiment très propre et ne correspond à rien par rapport au bruit de fond dont on peut s'attendre. Et donc, la probabilité que ce soit un faux signal est inférieure à 1 sur 5 millions. Donc, en physique, ça permet d'atteindre le cap, on va dire, fatidique de ce qu'on appelle les 5 sigma. C'est-à-dire que c'est tellement improbable que ça soit un faux signal qu'on considère que l'hypothèse la plus raisonnable est que ce soit un signal. Donc, on a travaillé suffisamment longtemps, on a fait suffisamment de simulations d'estimation de bruit de fond pour que ce signal, au sens des critères standards de la physique, puisse être déclaré comme un vrai signal. Alors ce signal, c'est quoi finalement? C'est donc la coalescence de deux trous noirs. Deux trous noirs qui font autour d'une... Donc un fait 36-37 masses solaires, et il y a pas mal d'incertitudes sur les masses. Un peu plus léger, mais aussi dans le régime de 30 masses solaires, qui tournent l'un autour de l'autre, je vais vous montrer une vidéo par la suite, finissent par se rapprocher tellement qu'ils vont fusionner et vont se désexciter. Donc ça, c'est le signal théorique attendu. Et là, nous, comme vous l'avez vu, il est noyé dans le bruit, mais ça, c'est le signal vraiment théorique qu'on attend, avec une augmentation de la fréquence, parce que les deux corps se rapprochent de plus en plus vite. Une phase de fusion qui est la phase où il y a la plus forte émission d'ondes gravitationnelles, et puis la désexcitation. Donc une énergie émise sous forme d'onde gravitationnelle qui atteint à peu près 3 masses solaires et une luminosité de l'ordre de 10 puissance 56. Et donc sur l'origine de tels trous noirs, il y aura la présentation de Chris qui va vous expliquer comment on peut former de tels trous noirs dans la nature. Ce que je veux vous montrer aussi ici, c'est qu'à la fin, ici, là, la courbe verte vous montre la vitesse relative entre les deux trous noirs. Et vous voyez qu'on atteint à peu près la moitié de la vitesse de la lumière à la fin de l'événement. Donc on est vraiment, je vous disais au début, des objets compacts, des trous noirs, on ne peut pas faire plus compacts, et des vitesses vraiment relativistes. Et donc c'est pour ça qu'on a cette émission importante d'ondes gravitationnelles. Donc le film, c'est vraiment une simulation numérique de l'événement. Là, je commence à le maîtriser, voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Donc il faut à peu près 100 km, leur rayon est à peu près de l'ordre de 100 km. Donc ils tournent l'un autour de l'autre. Il y a émission d'ondes gravitationnelles, donc le système perd de l'énergie. Les deux trous noirs vont se rapprocher. Donc là, le temps, évidemment, a été fortement ralenti pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc les deux trous noirs orbitent, se rapprochent de plus en plus. On voit ici les pluies de potentiel associées. Donc, évidemment, c'est catastrophique. Plus ils sont près et plus ils émettent. Donc ça tourne de plus en plus vite et ça se rapproche de plus en plus vite.
Là, on est vraiment les quelques dernières secondes, ça ralentit encore pour voir. Ici, les derniers cycles. L'espace-temps est extrêmement déformé jusqu'à la fusion des deux trous noirs. Et ensuite, la désexcitation du trou noir qui est formé. Et pendant tout ce processus, là, on va remonter au-dessus du trou noir, il y a émission d'ondes gravitationnelles, et donc c'est ce que vous voyez ici, qui est figuré en rose, les ondes gravitationnelles qui partent et que l'on va ensuite détecter. Donc, tous les paramètres, on a évidemment, grâce au travail théorique qui a eu derrière, une fois que le signal a été détecté, on a pu l'interpréter et lui sortir un maximum d'informations scientifiques dessus. Donc ici, vous avez, comme je dis, les masses individuelles de chacun des trous noirs, des deux premiers trous noirs, donc vous voyez, autour de 30 masses solaires, avec une corrélation entre les deux, mais c'est quelque chose qui est quand même assez bien prédit, qui est assez peu sensible à la description théorique qu'on utilise. Là, c'est le trou noir final, on estime sa masse, mais on estime aussi comment il tourne autour de lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le spin. Et donc, voilà, c'est un trou noir qui tourne. Il peut tourner jusqu'à 1. Donc, ce n'est pas un trou noir qui tourne très vite, mais bon, il tourne quand même relativement bien. Donc, ça fait partie des paramètres estimés. La position dans le ciel, alors malheureusement, quand vous n'avez que deux détecteurs, un interféromètre gravitationnel, ce n'est pas un télescope que vous pouvez pointer. L'onde, elle vous arrive dessus, si elle arrive de gauche, de droite, de derrière, vous ne pouvez pas le dire. Quand vous en avez deux, en mesurant la différence de temps d'arrivée, vous pouvez remonter en première approximation à un cercle dans le ciel. Il vous faut au moins 3 détecteurs. En faisant les 3 temps d'arrivée, vous pouvez dire un peu mieux quelle est la position dans le ciel. Là, la position dans le ciel, la boîte d'erreur qui est figurée ici, ça représente à peu près 600 degrés carrés. Donc c'est 3000 fois la taille de la Lune. Donc autant dire que ça laisse beaucoup de place pour mettre la source. La distance, c'est à peu près autour de 1 milliard d'années-lumière. Ici, vous l'avez en mégaparsec. Il y a un couplage avec l'orientation du système. Mais donc voilà, c'est à peu près à 1 milliard d'années-lumière, quelque part dans cette zone-là. Alors, on a quand même des accords avec beaucoup de télescopes. Quand je dis télescope, ça va être optique, mais aussi radio, X, gamma. Et on leur a envoyé cette carte et ils ont pris un maximum de photos dans ces zones-là. Vous voyez les zones qui ont été couvertes. C'était suivi par 21 équipes. Alors, dans le cas de deux trous noirs, vous n'attendez pas forcément à ce qu'il y ait une composante électromagnétique qui soit émise. Le satellite Fermi, son détecteur qui s'appelle GBM, a vu quelque chose qui est coïncident en temps. Donc c'est ce petit signal, là vous avez leur bruit de fond, et puis hop, un petit signal ici qui apparaît. Il a une probabilité, il y a une probabilité de 2 pour 1000 que ce soit juste dû au hasard. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire, mais c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'il faudra suivre pour voir si, pour les nouveaux événements qu'on pourrait avoir, s'il y a systématiquement cette corrélation. À ce moment-là, on pourra y croire un peu plus, mais avec une probabilité de 2 pour 1000, ce n'est pas suffisant pour pouvoir dire qu'on a vu vraiment quelque chose. Avec l'événement qu'on a vu, on peut estimer le taux de coalescence de deux trous noirs dans l'univers. Donc si on utilise uniquement l'événement qu'on a détecté, GW150914, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, évidemment. Vous pouvez dire, on a fait 1 mois de prise de données, on en a vu un. Ben, si on avait fait 2 mois, il y en a toujours un, ben, ça divise par 2. Donc c'est pour ça qu'il y a une incertitude énorme sur le taux, entre 2 et 50 par gigaparsec cube et par année. Si on utilise tous les événements, et c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, je reviens rapidement en arrière, vous voyez que là, c'est notre événement. Et puis ici, il y a quelques petits événements qui sont un peu différents du bruit de fond. Leur signification statistique est pas suffisante, c'est à 2-3 sigma. Ce n'est pas suffisant pour déclarer une détection, mais si on les prend en compte, on dit, ben, allez, supposons que ce soit des vrais, même s'ils ne sont pas très forts, à ce moment-là, vous avez une estimation un peu différente, enfin, qui reste compatible évidemment, de ce taux de coalescence qui est de l'ordre de entre 6 et 400 par gigaparsec cube et par année. On peut, comme je l'ai dit au début, une des motivations au-delà de l'astrophysique, c'est aussi de tester la relativité générale. Alors, on a fait différentes sortes de tests. Tous ne sont pas aussi contraignants les uns que les autres.
Par exemple, on a testé la consistance entre les différentes phases de cet événement, entre la phase où il y a la spirale et la phase après la spirale, donc coalescence, fusion, désexcitation. Ça, c'est la prédiction quand vous mettez tout. Et quand vous utilisez qu'une partie finalement du signal, ben, vous voyez quand même que ça se recoupe et que c'est cohérent. La partie finale et la partie initiale sont cohérentes. Cela, ce n'est pas un test très fort, mais je dirais c'est rassurant de voir que les différentes parties du signal qui sont assez, on va dire, différentes au niveau sont cohérentes entre elles. Vous pouvez tester aussi ce qu'on appelle les paramètres post-newtoniens, et puis il y a d'autres paramètres qui quantifient les déviations à la relativité générale. Vous prenez la relativité générale, puis vous y ajoutez d'autres effets. Donc il y a toute une liste de paramètres, et aujourd'hui qui sont contraints soit par la phase spiralante, soit par la phase de fusion, soit par la phase de désexcitation. Et donc c'est des régions où, ici, le premier paramètre est très très bien contraint par les pulsars binaires. Par contre, les autres l'étaient très très peu. Et donc voilà, c'est les premières contraintes qui arrivent. Pour l'instant, il n'y a pas de déviation notable à la relativité générale. La relativité générale est a priori, pour l'instant, la bonne théorie. Mais on peut espérer qu'en augmentant le nombre de sources, on sera capable de contraindre beaucoup mieux ces paramètres post-newtoniens et ces autres paramètres quantifiant les déviations. Pour comparer par exemple avec les pulsars binaires, donc c'est ce qu'on appelle les paramètres post-newtoniens, il y avait une contrainte très très bonne donnée par le meilleur pulsar binaire. Donc on ne fait pas aussi bien parce que dans le pulsar binaire, il y a beaucoup de cycles, donc la contrainte est beaucoup plus forte. Nous, on a très peu de cycles. Mais dès qu'on commence à mettre les ordres supérieurs qui sont importants, surtout à la fin de la coalescence, ben on commence à les contraindre beaucoup mieux que ceux qui avaient pu être faits auparavant. On peut aussi, dans certaines approximations théoriques, mettre des contraintes sur la masse du graviton ou de manière équivalente sur sa longueur d'onde de Compton. Et on arrive à des masses du graviton qui sont inférieures à 10-22. Donc on gagne à peu près un ordre de grandeur par rapport à ce qui avait été fait précédemment par les autres mesures. Donc voilà, aujourd'hui, on est arrivé, pour moi, enfin pour beaucoup de gens très impliqués dans la partie instrumentale, c'est la fin d'un premier chapitre qui va s'ouvrir sur autre chose. Alors le premier chapitre, vous voyez là, c'est Kip Thorne, qui a été un des moteurs dans le lancement de LIGO. C'est quelqu'un qui était manifestement très optimiste. Vous voyez, c'est quelque chose que je montrais régulièrement en séminaire. Et je suis content que finalement cette histoire s'arrête enfin. Depuis 1972, il pense qu'on va y arriver. C'est en 2001, on va y arriver. En 1995, il disait en 2001, on va y arriver. Qu'en 2002, dans les 7 ans qui viennent, on allait y arriver. Ben ça y est, on y est arrivé. C'est la fin de tout cet aboutissement expérimental. Donc, je vous ai dit, depuis à peu près entre 40 et 50 ans de travail expérimental pour voir directement les ondes gravitationnelles. Disons, ça s'est appuyé sur du travail théorique, il ne faut pas l'oublier, mais il y a eu un effort expérimental énorme qui a rassemblé beaucoup de gens. Et ce travail-là, voilà, il a été couronné de succès et il ouvre maintenant quelque chose d'autre, il ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Donc pourquoi, finalement, c'est une découverte fondamentale? Tout d'abord parce que c'est la première détection directe d'ondes gravitationnelles émises par une source astrophysique. Et ça, je crois que c'est le résultat le plus important on va dire de ce papier. Ensuite, ce qui a été très surprenant et qui est très important aussi, c'est que c'est l'observation d'un système binaire de trous noirs. Alors, il y avait des gens qui nous disaient, les systèmes de binaires de trous noirs, les gars, ça n'existe pas, ça ne peut pas se former. Mais si, ça se forme. Donc c'était un résultat. Voilà, il y a des gens qui pensaient qu'ils s'en formaient beaucoup. En fait, c'était plutôt eux qui ont raison. Mais c'est l'observation du premier système binaire de trous noirs. Et en plus, ce système binaire de trous noirs, dans un temps raisonnable, c'est-à-dire inférieur à l'âge de l'univers, ces deux trous noirs fusionnent entre eux. Et donc c'est la première fois qu'on voit la fusion de deux trous noirs. Il y aurait pu avoir des systèmes de deux trous noirs, mais très éloignés, et qui ne fusionnent jamais à l'échelle de l'univers. C'est la première fois aussi qu'on voit des trous noirs stellaires qui ont des masses aussi importantes. Je vous ai dit de l'ordre de 30 masses solaires, et donc vous aurez l'explication un peu comment on peut former ce type d'objet. Et c'est des premiers tests de la relativité générale dans un régime où la déformation de l'espace-temps est forte et rapidement variable dans le temps. Donc, je dirais qu'avec ce premier événement qui est vraiment magnifique, on a pu déjà
remplir pas mal de choses du cahier des charges. On ne s'est pas arrêté au premier point. On a réussi à ouvrir cette fenêtre sur l'univers, à commencer à faire de l'astrophysique, à commencer à tester la relativité générale. Et donc, je crois que pour toutes ces raisons, on dit qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, déjà sur un nouveau type d'onde 4 siècles après l'invention de la lunette par Galilée. Je vous remercie. Nous avons du temps pour quelques questions. La première est visiblement posée par Alain Aspect. Merci, cher Président. Tout d'abord, je voudrais préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'a dit Catherine Bréchignac, que si le laboratoire Aimé Cotton et l'Institut d'optique, bien qu'étant fort sympathiques pour les efforts de Brié, ne l'ont pas accueilli, c'est tout simplement parce que nous avions compris que ce projet était d'une toute autre envergure. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien avoir fait partie du comité Fleury, où était Christian Bordet, qui a joué un rôle important dans cette affaire-là, qui en 1990 a abouti au fait que le LAL, qui lui avait la bonne envergure pour accueillir ce projet, l'a accueilli. Donc tout ça n'était pas une question de gens qui ne comprenaient pas. Au contraire, on a très vite compris que l'envergure dépassait celle des interféromètres dont nous avions l'habitude et qu'il fallait confier le travail, en tout cas faire le travail en collaboration avec des gens qui savaient ce qu'est construire une très grande machine. Je voudrais te poser une question. Finalement, pour un esprit simple comme moi, est-ce que tu pourrais remettre la courbe initiale, la courbe où tu montres les H en fonction de la fréquence détectable, la sensibilité, voilà, celle-là. Ouais. Et puis, finalement, là-dessus, l'événement qu'on a observé pointe avec ton pointeur. Dis-nous où il se passe. On le voit, il rentre à peu près à 30 Hz. Voilà. Il est là et il monte jusqu'à 250. D'accord. Après, il est dans cette région-là. Et là, après, c'est le merger, donc il va pas plus loin. Et le ring down, la désexcitation, on la voit à peine. Donc le signal, il va de là, en fréquence, il va de là à là. Et en fréquence, mais aussi en amplitude ou pas? et un peu en amplitude, effectivement. Il monte, voilà. il monte aussi, quoi. Donc, voilà, il rentre à 30. J'aimerais bien voir cette courbe, moi, une fois, quoi. C'est, par rapport à ces courbes-là, voir le déroulé de l'événement. D'accord. Je vais... Ah, ouais, voilà. Ah, il y a des gens merci, sérieux. Thibault. Nous avons une corrélation, c'est bien. Donc moi je vais redescendre, faire quelque chose d'un tout petit peu moins spectaculaire qui était dans l'exposé. C'est le ralentissement du pulsar binaire. Comment se fait-il que c'est une courbe parabolique? Pourquoi est-ce que c'est là. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, pourquoi est-ce que ça a cette forme? Juste quand on fait au deuxième ordre, dès qu'on fait le calcul, c'est l'approximation parabolique qui apparaît. Je présume que plus loin, c'est plus compliqué, mais naturellement, quand on écrit les équations, on voit cet effet parabolique et d'accumulation, parce que c'est la phase accumulée. C'est la phase accumulée, donc ça a exactement cette tête-là, ça marche très bien. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'à travers ces travaux et ces ondes gravitationnelles, on peut dire que l'espace-temps einsteinien, oui, a une réalité intrinsèque, indépendante, et que les ondes gravitationnelles plissent cet espace indépendant et intrinsèque? Et ma deuxième question, elle est sur la vitesse atteinte par les deux trous noirs avant la coalescence. Vous nous avez dit qu'elles avaient atteint la moitié de la vitesse de la lumière, ce qui donne un coefficient de Lorentz qui est pas loin de 40-50%. Donc chaque masse, 29 et 36 masses solaires, ont donc une masse inertielle qui a été augmentée pas loin de 50%. Et donc les trois masses, soi-disant les trois masses solaires dissipées en ondes gravitationnelles, pourraient être infiniment supérieures, vous voyez, de l'ordre de 30 masses solaires et non pas 3 comme calculé. Donc ma première question, c'est est-ce que l'espace-temps a une existence intrinsèque
et qu'il est plat quand il n'y a rien, puis que tout d'un coup, quand il y a une onde gravitationnelle, ça le plisse. Et ma deuxième question, est-ce que le coefficient de Lorentz qui s'applique à ces deux masses n'augmente pas la masse inertielle et donc pourrait dissiper beaucoup plus d'énergie que ce qui a été diagnostiqué? Alors, pour la réalité, je dirais que c'est tout comme les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de l'éther pour se propager, les ondes gravitationnelles n'ont pas besoin d'un support matériel pour se propager. Donc c'est vraiment des ondes de l'espace-temps, mais il n'y a pas besoin de matérialité sous-jacente. Sur la masse, la conversion de masse, là vraiment l'estimation des 3 masses solaires, c'est quelque chose qui sort de calculs complets. Alors il y a des approches analytiques, des approches numériques qui coïncident très bien et donc qui prennent en compte tous ces effets de facteurs de Lorentz, etc. Donc il n'y a pas d'erreur enfin, à ma connaissance. Je fais confiance à mes collègues théoriciens et je pense qu'ils sont à peu près tous d'accord entre eux pour dire que oui, il y a 3 masses solaires qui sont là et le processus pourrait peut-être être plus efficace, mais il émet déjà beaucoup d'énergie. Une question sur la gauche, et puis ensuite je reviens à Ancrenaz. Ici un peu de temps. Oui, bonjour. Je voulais poser une question qui est probablement farfelue, en tout cas certainement très prématurée, mais je me demandais si, de même qu'il y a pour les ondes, tu as parlé d'une nouvelle astronomie, donc pour les ondes électromagnétiques, il y a des effets de l'antigravitationnel. Est-ce qu'on attend pour les ondes gravitationnelles des effets de l'antigravitationnel autour de masses importantes? Oui, parce qu'elles se propagent dans l'espace-temps et elles suivent les mêmes géodésiques. Donc, s'il y a effet de lentille, elles subissent les mêmes effets de lentille. Il n'y a pas de différence avec les ondes électromagnétiques. D'accord. Je pensais que c'était bien la réponse, mais je n'étais pas sûr. Merci, Ancrenaz. Je serai très bref. Vous avez mentionné donc les cylindres de Weber, des cylindres pleins à la température de l'hélium, suspendus par un fil avec des quartz piézoélectriques autour. Et il y avait toute l'équipe de Bradzinski qui travaillait aussi. Et quand on regarde les papiers de Bradzinski, il s'est intéressé aussi aux vibrations des tables de violon, de violoncelle et à la caisse de résonance à l'intérieur. Pourquoi, dans cette période 60-70, on n'a pas utilisé de cylindre creux? Car dans la première courbe que vous avez montrée, on a l'équivalent d'une force de marée, lunaire ou solaire, et donc le liquide se déformera différemment du solide, et on devra avoir une onde de pression aussi que l'on puisse mesurer à l'intérieur de ce cylindre. Est-ce que c'est complètement faux, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappait dans les travaux de Bradzinski? Alors, j'avoue que j'ai jamais regardé en détail ce qui avait été fait à cette époque-là. J'étais tout petit. Et c'était pas enseigné à l'époque, en primaire. Donc, je sais que les bars ont des problèmes intrinsèques de bruit. C'est assez facile de trouver des choses qui dépendent de la longueur. Alors on peut dire, ah tiens, un condensateur, tiens, ça dépend de la longueur. Mais l'important, et c'est le travail énorme qu'a fait Weiss au départ, et puis qui a été continué par d'autres, c'est OK, j'ai un effet, mais quelles sont les sources de bruit? Et dans ce cas-là, j'avoue, je ne connais pas suffisamment pour dire, mais probablement que les sources de bruit sont bien supérieures à l'effet que l'on peut détecter. Et c'est toujours ça qui va compter à la fin. C'est cette balance entre l'effet du signal et les effets des bruits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que les interféromètres qui sont les bons instruments. Madame, une courte question. Après une très très courte question d'Alain Spey, ça sera terminé. C'est une courte question. Je voudrais savoir si la détection qui a été faite le 14 septembre, est-ce que c'était fortuit ou est-ce que vous visiez une zone particulière du ciel? Deuxième question, est-ce que depuis le 14 septembre, on a fait d'autres détections ou quelle est la probabilité de faire des détections? Et est-ce que les détecteurs sont dirigés dans des zones particulières du ciel ou à chaque fois c'est fortuit? Non, donc comme je l'ai dit, c'est absolument pas directif. Donc c'est fortuit, c'est un événement... En fait, on surveille tout le ciel, et puis quand il y a des zones où, si c'est pas bien orienté, on est aveugle. Il y a vraiment une réponse qui dépend de la position dans le ciel. Mais donc on regarde partout simultanément. Donc là, voilà, c'était fortuit. Pour les événements supplémentaires, là, c'est les résultats du premier mois. Comme j'ai dit, on a cet événement-là. Celui-ci
on est en train de le masser fortement et il y a des chances qu'il devienne de plus en plus significatif. On rajoute de l'information pour éliminer le bruit de fond et mieux comprendre ses propriétés. Il y a des bonnes chances que celui-ci, là, ça soit aussi une coalescence de 2 trous noirs. Sur un des papiers compagnons qu'on a publié, où il y a l'analyse spécifique des coalescences de binaires, ces caractéristiques sont données et il a des caractéristiques assez proches du premier événement. Voilà. Alain Aspect, avant de passer à l'exposé de Thibaut Damour. Dans l'expérience de Hulse et Taylor, quel est le rapport entre l'énergie émise de façon électromagnétique, puisque le pulsar émet quand même une énergie électromagnétique, et ce qui est émis par onde gravitationnelle? Et question supplémentaire, je vois que Thibaut a l'air de sécher, alors tu me déçois quand même. Et question supplémentaire, combien de masses solaires ou de fractions de masse solaire ont été émis dans l'observation de Hulse et Taylor? Non, mais est-ce que c'est 1, 10-3, 10-6 Et donc, tu ne sais pas quel est le rapport entre l'énergie électromagnétique du pulsar et l'émise. Ce n'est pas important. Donc, l'énergie gravitationnelle est très forte. C'est le mouvement orbital qui est lié aux ondes gravitationnelles. L'énergie électromagnétique, elle prend l'énergie de spin, de rotation. Non, j'entends bien, mais il n'empêche qu'à la fin, ça fait de l'énergie. Donc j'aurais aimé savoir ce que ça représente. C'est 2 bilans séparés. Certes, mais on peut faire le rapport. Je remarque, ce sont des watts. Je remarque, Alain, que tu poses des questions avant les exposés maintenant. Parce que tu poses une question. C'est pour le déstabiliser. Thibaut Damour, on va le laisser faire son exposé. Merci en tout cas. Ouais.